Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Salut à tous et bienvenue dans le 63e épisode de Rideau Rouge. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour parler d'un sujet que je n'avais pas encore abordé de front sur le podcast, la méritocratie. Bon, nous avons tourné autour du pot avec plusieurs invités, mais parfois ça fait du bien de se poser pour aborder les choses concrètement. Mon invité s'appelle Pascal Tripier-Constantin. Il est professeur d'éducation physique et sportive, diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et élève de l'historien et anthropologue Emmanuel Todd. Il a rédigé des analyses sur divers sujets de société, tant pour France Soir que pour Front Populaire ou Causeur. Bonjour Pascal, vous allez bien ? Bonjour Alex, très bien, merci. Bon, c'est chouette de pouvoir vous accueillir ce matin. Merci de m'avoir parlé de votre travail, de m'avoir présenté vos recherches. J'ai hâte qu'on puisse en discuter. Avant ça, j'ai une petite question à vous poser, Pascal. Est-ce que vous pourriez décrire une valeur qui vous tient à cœur? Alors en ce moment, parce que c'est fluctuant, cette question est fluctuante, enfin la réponse est fluctuante. En ce moment, j'associerais deux valeurs qui me semblent importantes. C'est la valeur de la grandeur et associée à la valeur de l'humilité. Le grandeur parce il faut viser haut, faire des grandes choses dans ce bas monde. Mais toujours y associer l'humilité de la condition humaine et l'humilité de notre vie au quotidien avec les autres. Voilà, donc ça serait deux valeurs associées qui me semblent importantes en ce moment. Merci. Alors Pascal, vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là? Euh, En fait, ma trajectoire, elle est assez naturelle au fond. J'ai été euh, tout le temps féru de sport, toujours bouger, faire plein de choses de mon corps, bouger. Donc, j'ai commencé très tôt le sport, on va dire. J'étais bon en sport à l'école. Et en fait, assez naturellement, je me suis destiné vers un métier où le sport est important, l'exercice physique est important. Et j'ai vu juste. Et pourquoi du coup enseigner dans un établissement scolaire? Pourquoi pas dans une salle? Pourquoi pas dans une association? Il y avait aussi une vocation à l'enseignement ou à la transmission au démarrage de votre parcours? Ouais, c'est exactement ça. Il y a une vocation là aussi qui s'est imposée à moi de vouloir transmettre, de vouloir être proche des jeunes générations et de vouloir transmettre. Absolument. Donc, il y a un pilier d'éducateur, on va dire, assez présent très vite chez moi, oui. Et mes premières expériences professionnelles me l'ont confirmé, en fait, hein. Voilà, j'ai le sentiment assez vite d'être fait pour ce métier. C'était dans quel type d'établissement vos premières expériences? Alors moi, j'ai commencé, donc moi, d'abord mon parcours scolaire est intégralement dans l'école publique. Et mes premiers remplacements, je dirais un peu par hasard, mais pas 100% par hasard. Je les ai faits dans l'enseignement privé sous contrat. En fait, j'avais déposé deux dossiers au rectorat de Lyon à l'époque. Et la première institution, on va dire, à me solliciter pour mes premiers remplacements, ça a été l'enseignement privé sous contrat. Mais j'aurais pu très bien commencer à l'école publique. Voilà. Donc c'est le côté un peu hasard de la situation. Mais au fond, j'aurais pu déposer qu'un dossier, l'école publique, ou qu'un dossier, l'école privée. Mais j'avais cette petite intuition, on va dire, que l'école privée sous contrat proposait un choix, une autre forme de relation au savoir, on va dire, en tout cas une autre institution, un autre cadre de vie, un autre cadre dans lequel les enfants, les élèves pourraient apprendre. Voilà. Et ce choix me plaisait, que les parents et les élèves aient le choix. Et voilà. Donc, ça ne me dérangeait pas d'aller dans l'école privée sous contrat.
Et vous y êtes resté combien de temps? Eh bien, j'y suis toujours. Vous y Donc êtes en fait, toujours? Ok. ouais. Donc en fait, voilà, je suis professeur dans un établissement privé sous contrat. Et en fait, voilà, j'ai fait toute ma carrière jusqu'ici. Elle n'est pas terminée dans ce cadre. Et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser au sujet de la méritocratie alors? Qu'est-ce qui a été le point de départ de cette réflexion? C'est vrai que le sujet de la méritocratie, il n'a pas été présent tout de suite. Je dirais que l'aspect vraiment le déclencheur qui m'a amené à travailler de manière approfondie sur la question, j'irais certaines lectures, notamment les lectures d'Emmanuel Todd, dont je me revendique être l'élève, et aussi ensuite, plus concrètement, l'éruption des Gilets jaunes, qui me semblait être typiquement on va dire, un facteur déclenchant des travers de la méritocratie. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment travaillé la question. Mais c'est pas en lien direct avec votre métier. C'est pas par rapport à des choses que vous avez constatées dans votre métier qu'il y a eu un cheminement. Parce que pour le coup, c'est intéressant du fait que vous soyez enseignant, que vous vous intéressiez particulièrement à ce sujet, sachant que justement dans le discours de la méritocratie, c'est vraiment travail et tu vas y arriver, quoi. Si je résume, je sais pas si vous la définiriez comme ça d'ailleurs. Oui, la méritocratie, c'est effectivement la reconnaissance des efforts fournis et l'assurance d'avoir une position sociale confortable et pourquoi pas dominante. Mais pour cela, il faut que tu nous montres que tu es méritant, hein. Donc que tu travailles, que tu fasses des efforts, que tu décroches les bons diplômes, voilà. Mais ça rejoint votre définition au fond, hein. Mais donc pour revenir à ma position effectivement professionnelle, elle est sous-jacente. En fait, j'ai toujours questionné le rapport du savoir avec les jeunes générations et donc, mais cette question précise n'était pas encore aiguisée pour moi. J'avais pas forcément à la travailler, mais elle était présente. Et mes souvenirs sont assez clairs. Depuis le début, je m'interroge sur la position d'un professeur qui est censé savoir, qui est censé montrer le monde aux jeunes générations, comme le dit Hannah Arendt. Et, euh, et, euh, Premièrement, le parcours du professeur lui-même. Je me suis pas mal interrogé sur mon propre parcours et surtout la position que doit prendre un éducateur, un professeur et un éducateur plus largement face aux jeunes générations qui est en fait notre avenir. Donc c'était bien présent sans l'avoir mis sur la table à travailler d'une manière approfondie. Et j'ai pas bien compris du coup en quoi le mouvement des Gilets jaunes avait été particulièrement impactant là-dedans. C'est parce que du coup vous vous êtes retrouvé dans la rue avec eux, que vous avez discuté avec des gens, ou parce que, enfin, en quoi c'est venu du coup nourrir cette réflexion plus que ce qui s'était déjà passé avant? Alors, les Gilets jaunes, pour moi, c'est une révélation des difficultés que rencontre notre société, la société française, mais en fait les sociétés occidentales. On pourrait l'élargir, hein. Et si on fait une analyse, on va dire sociologique rapide, on voit bien que les gilets jaunes, c'est des catégories de personnes qui sont dans la rue. Et en particulier, des gens qui vivent mal ou qui trouvent pas leur place au sein de la mondialisation. Voilà, je ferai ce lien assez direct. Et donc, si classes sociales, certaines personnes se retrouvent dans la rue et pas d'autres, ça veut dire qu'il y a toute une trajectoire individuelle et collective, des trajectoires de classe, on pourrait dire. Et c'est là que je fais le lien avec la méritocratie et donc le parcours scolaire et ensuite le parcours économique et social de ces personnes. Donc pour moi, c'est devenu évident. Il y avait déjà un travail avant ça, hein. Voilà, je travaillais pas mal, certains auteurs qui étaient assez critiques sur l'évolution de notre société, la société occidentale moderne.
Mais alors là, pour moi, les Gilets jaunes, ça a été vraiment le révélateur et le salut de ces gens, en fait, aux difficultés qu'ils vivaient au fond depuis longtemps. Si je reformule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces gens, de manière générale, hein, là évidemment on parle de manière générale, mais que grosso modo il y avait la pensée que c'était possible d'y arriver, donc cette pensée méritocratique était ancrée, et qu'en fait ils se sont rendus compte au moment des Gilets jaunes que c'était de la connerie. C'est ça? C'est ça que vous êtes en train de dire, ou je suis un peu à côté? Oui, c'est ça. C'est en fait une certaine forme d'illusion de dire si tu veux, tu peux. Si tu travailles, tu réussiras. Et donc jouer le jeu en fait de cet esprit méritocratique qui a des bons côtés. Il n'y a pas que des mauvais côtés. On va y revenir certainement après. Jouer le jeu de cet esprit méritocratique, mais dans un contexte de mondialisation des échanges. Et je crois qu'il faut, pour être assez juste sur la notion de la méritocratie, l'associer immédiatement à ce cadre général qui est la mondialisation des échanges, c'est-à-dire une compétition mondiale, sachant que, on va dire, les classes populaires et les classes moyennes, inférieures, on pourra nuancer un peu plus tard, sont en compétition. Hein, le mot est vraiment, est vraiment choisi. Sont en compétition avec le reste du monde. Et donc, on voit bien que à un moment donné, la compétition a ses gagnants et ses perdants. La mondialisation a ses gagnants et a ses perdants. Et les Gilets jaunes, pour moi, c'est un petit peu le révélateur des perdants de la mondialisation, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des perdants de la mondialisation. En fait, cette compétition dont vous parlez, elle est pas du tout fair-play, parce que ne serait-ce que sur la question du travail, bah, on voit bien que effectivement la main-d'œuvre coûte moins cher à l'étranger, etc. Et je sais pas si c'est ça le rapprochement aussi que vous faites entre les deux, mais en tout cas, on est nous les Français en compétition avec d'autres personnes dans d'autres pays qui certainement coûtent moins cher, et du coup, en fait, enfin, c'est sans fin, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y a une compétition généralisée, il y a une manière de réussir dans la mondialisation avec certaines compétences, avec certaines prédispositions, et il y a forcément des laissés pour compte. Et donc le principe méritocratique est, me semble-t-il, un concept clé dans cette analyse. C'est pour ça que je l'ai travaillé je vois ô combien ce concept explicatif ou de description de l'évolution de nos sociétés est pertinent pour donner du sens à ce qui nous arrive, donner des sens au mouvement des Gilets jaunes et plus largement décrypter un petit peu l'évolution de notre époque, notre monde actuel. Pourtant, cette question, elle est beaucoup plus ancienne que la mondialisation. Moi, j'ai quand même la sensation que la méritocratie s'est apparue au moment où, en fait, au moment de la Révolution française, en fait, où la noblesse, le clergé ont finalement perdu du pouvoir, où la bourgeoisie en a pris, et où, en fait, il y a eu une recomposition de la société avec ce tiers-état qui, du coup, enfin voilà, avec une grosse partie de la bourgeoisie qui s'est reformée, avec une partie de la noblesse pour devenir les élites actuelles. Et j'ai la sensation quand même que bah, la méritocratie, elle est apparue à ce moment-là pour dire que bah, on pouvait venir de classes populaires, voire de classes très inférieures, et finalement, en travaillant dur, on pourrait y arriver. Et du coup, c'est un peu la notion, enfin c'est machiavélien hein, au sens de Machiavel, de faire croire que finalement c'est possible et qu'on peut changer de strate donc, en quoi la mondialisation apporte quelque chose de différent là-dedans? Enfin, qu'est-ce qui est en jeu vraiment en plus dans tout ça? Alors moi, je suis plutôt d'accord avec vous, c'est-à-dire que effectivement, le phénomène méritocratique, enfin la méritocratie, naît en fait, en tout cas en France, mais dans toutes les sociétés occidentales plus ou moins rapidement, notamment liées aux grandes révolutions démocratiques. Hein. Donc en France, on va partir de 1789. Effectivement, on passe d'un ancien régime où le principe aristocratique structure l'établissement de la société et cette aristocratie tombe. Et effectivement, on passe d'une aristocratie à une méritocratie. Alors, c'est progressif, hein. Et effectivement, sur le plan
des personnes sociales. On passe des aristocrates à la force bourgeoise, effectivement. La Révolution française est aussi pour moi une révolution aussi bourgeoise. D'ailleurs, on le voit assez vite. Euh, si on étudie un petit peu les années 1820-1830, on repère notamment l'influence qu'on appelle des doctrinaires, donc le plus connu étant François Guizot, qui sera ministre de l'Instruction publique en 1833, enfin qui va donner les lois Guizot de 1833. Et ces doctrinaires, donc en fait, ce sont les nouvelles personnes, on va dire, euh, à la tête du pays, hein, parlent beaucoup notamment des capacités. Et par exemple, on peut citer l'un des doctrinaires, donc ami de François Guizot, qui s'appelle le duc de Broglie. Et lui, par exemple, s'exprime ainsi. Le propre du gouvernement représentatif, c'est extraire du milieu de la nation l'élite de ses hommes les plus éclairés, de les réunir au sommet de l'édifice social, dans une enceinte sacrée, inaccessible aux passions de la multitude, c'est-à-dire la masse, et là, de les faire délibérer à haute voix sur les intérêts de l'État. On voit bien déjà ici que le principe méritocratique est en marche. Et vous reliez tout à l'heure la méritocratie avec la mondialisation. Et effectivement, il y a un lien, parce que la méritocratie va se développer avec la mondialisation des échanges, et notamment par le biais de la nouvelle forme que prend l'organisation de la société qu'on appelle le néolibéralisme. Et il faut peut-être que je m'arrête 2 ou 3 minutes pour bien expliquer ce que c'est le néolibéralisme, parce que il y a des définitions multiples qui qui nous qui montrent mal on va dire, la vraie définition de ce néolibéralisme. En fait, le néolibéralisme a une histoire. C'est un terme qui est forgé en 1938 au sein du colloque Walter Lippmann. Walter Lippmann, c'est quelqu'un de très important, en fait, pour l'histoire du XXe siècle, sachant que ça explique aujourd'hui la forme que revêt la mondialisation. Au sein d'un cadre néolibéral, Walter Lippmann explique en fait, va publier 2 livres en 1900, de mémoire 1922 et 1925, où il interroge les capacités de la démocratie, et en particulier l'opinion publique, à mener le monde, faire le jeu démocratique, animer le jeu démocratique et prendre des bonnes décisions. Et Walter Lippmann va, dans ces 2 livres, constater que, en fait, l'opinion publique est pris par quelque chose qui n'est pas rationnel et ne regarde pas forcément la rationalité de ses intérêts. Et donc, à partir de là, Lippmann va dire doute de la démocratie comme constitution, comme fondement de l'organisation des sociétés après les révolutions démocratiques. Et donc, Walter Lippmann propose de reforger un terme qui s'appelle le néolibéralisme, où il va accepter le jeu démocratique, mais pour des occasions, on va dire, rares. C'est-à-dire, on vote tous les 5 ans, et puis à partir du moment où on a élu nos représentants, eh bien, maintenant, les représentants, à eux de jouer. Et Walter Lippmann pense que, en fait, lui, il prône plus la démocratie des experts via la méritocratie. Et c'est un petit peu ça rejoint un petit peu la citation que je vous donnais tout à l'heure. Et Walter Lippmann pense que il faut, à l'heure de la mondialisation, il faut en fait guider les masses par des experts qui vont être sélectionnés via le principe méritocratique. Par Voilà. elle-même, en fait. C'est C'est ça. des experts qui vont se sélectionner entre eux pour gérer les autres, pour Alors, guider les aveugles. oui, c'est ça, mais il y a il y a quand même le processus n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, une généralisation une massification scolaire où tout le monde rentre à l'école et n'en sortiront
que les plus méritants, et ces gens-là seront devenus des experts, et en fait, euh, le, le gouvernement des populations, le gouvernement du peuple, sera guidé par les experts. En fait, c'est une démocratie par le haut, hein. Nous, on a cette image d'une démocratie par le bas, c'est-à-dire que le peuple vote, mais les représentants vont bien sûr relayer la parole du peuple. Donc, c'est bien le bas qui guide les experts, qui guide les politiques pour formuler leurs grandes décisions politiques et les lois. Mais en fait, le néolibéralisme tel que Lippmann le conçoit, c'est une démocratie par le haut, parce que la masse, l'opinion publique, n'est pas capable de prendre des décisions rationnelles dans une complexité de la mondialisation aujourd'hui. Voilà. Des démocraties C'est le pour les cadre élites. néolibéral. Et on voit bien comment la méritocratie s'insère dans ce cadre néolibéral. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron est un gouvernement néolibéral, que l'Union européenne est une organisation néolibérale. En fait, le néolibéralisme, il faut vraiment l'entendre au sens historique à partir des écrits de Lippmann et à partir du colloque Walter Lippmann de 1938. Sinon, on ne comprend pas. On a l'habitude de voir le néolibéralisme comme un ultra-libéralisme. Il n'y a pas du tout d'État, chacun fait ce qu'il veut, l'économie est débridée. Non, pas du tout. Le néolibéralisme demande de l'État, demande des institutions, demande des règles du jeu, mais ces règles du jeu sont, sont orchestrées, sont écrites par les experts, par le haut. Voilà. Et donc là, on voit bien la mécanique et l'importance de la méritocratie dans ce modèle, qui est le nôtre aujourd'hui. 1938, c'est pas anodin comme date. On est vraiment aux portes de la Seconde Guerre mondiale, à une époque où Adolf Hitler est au pouvoir en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne, Salazar au Portugal. Bref, on est quand même dans une montée de ce qu'on appelle les extrémismes, mais qui en fait à l'époque sont des institutions politiques. Enfin, je veux dire, c'est des personnages qui ont été qui font le jeu justement de ces élites, hein. Hitler, il est pas arrivé au pouvoir tout seul. Il a eu des soutiens financiers, il a eu des soutiens industriels. Donc là, ce colloque de 1938, j'imagine que si on le met en perspective par rapport à toute cette histoire internationale, il prend aussi un autre sens parce qu'en fait, le néolibéralisme, dès le départ, peut-être qu'il a un lien d'emblée avec le fascisme. Est-ce que le néolibéralisme est un fascisme? Alors, si on le prend historiquement, non. Et si on prend les fondateurs de ce néologisme et en fait de cette doctrine, hein, qui est amené à remplacer le libéralisme des années enfin, fin 19e, début 20e. Voilà, le néolibéralisme est amené à remplacer le libéralisme qui a conduit ce libéralisme qui a conduit justement à la crise de 29 et qui a conduit à la montée des extrêmes, hein, notamment du fascisme. Maintenant, je reprends quand même votre question parce que on est en droit de s'interroger aujourd'hui dans un cadre, donc nous baignons dans le néolibéralisme aujourd'hui, et on est en droit de s'interroger s'il n'y a pas des formes autoritaires, des formes fascisantes à nouveau à l'œuvre comme force qui conduisent malheureusement la destinée de certains pays, je dirais, d'un nouvel ordre international. C'est une vraie question et effectivement, je suis inquiet. Alors, je peux pas, de mon point de vue, je peux pas associer néolibéralisme à fascisme, hein. Historiquement parlant, en tout cas, ça c'est sûr. Mais nous avons des dérives aujourd'hui assez claires, des dérives autoritaires. On connaît bien les dérives autoritaires du gouvernement Macron, par exemple, mais il n'est pas le seul. Nous avons sur le territoire européen, sur le sol européen, des dérives autoritaires qui ne sont pas celles que l'on croit. Euh, voilà, je peux citer par exemple l'historien Pierre Cernat qui a formulé l'extrême centre comme principe de gouvernement et je le rejoins à ce niveau-là. Je pense que le macronisme est un extrême centre. Et donc,
qui dit extrême dit dérive autoritaire et dérive, on va dire, pourquoi pas fascisante. Là, je pense qu'il faut se poser la question. On est en droit d'aujourd'hui de se poser la question. Si on se remet encore dans l'histoire, donc en 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir en France le fameux plan Marshall. Est-ce qu'il y a eu un impact sur justement sur la vision de la méritocratie, avec je pense notamment à tout ce qui est American Way of Life, etc. Donc avec toute cette pensée qui vient d'outre-Atlantique, où vraiment on va nous vendre le self-made man, cette possibilité de se construire, etc. Est-ce que ça, du coup, c'est venu aussi impacter nos modes de vie, notre vision de l'éducation et comment est-ce que ça s'est traduit selon vous? Je pense en effet qu'il est intéressant de prendre toujours une perspective historique sur l'établissement de la méritocratie. Et j'y vois un lien assez fort. Le plan Marshall, en fait, donc, va déverser des tonnes et des tonnes de dollars sur le territoire européen pour des raisons voilà, géopolitiques, notamment pour contrer l'influence soviétique, mais aussi pour réintégrer l'Europe dévastée après la Deuxième Guerre mondiale, réintégrer dans le concert du monde occidental sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Je pense que elle n'était pas évidente à l'époque, même si je pense à l'historienne Annie Lacroix-Ruiz pardon, que vous avez invitée. C'était une émission très très intéressante qui a écrit il y a peu de temps un livre sur le plan Marshall et qui a vu les liens de subordination que ça impliquait vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Euh, je rajouterais une autre chose, c'est que le développement après-guerre, on va dire les Trente Glorieuses, hein, qui a été magique, hein, plus de 5% de croissance économique, une ascension sociale de toutes les classes sociales. Donc ça a été vraiment un moment phare, hein. Eh bien, il y a aussi, et c'est ce que je constate assez clairement, c'est en même temps qu'il y a donc le plan Marshall et effectivement la remontée spectaculaire des économies des sociétés occidentales, il y a une formation d'une bourgeoisie de masse, que j'appelle une bourgeoisie de masse. Pourquoi de masse? Parce qu'elle est nombreuse, c'est les baby boomers, hein. Donc elle est très nombreuse. Ces gens-là, après 1945, créent beaucoup de richesses et sont encouragés par le principe méritocratique, parce que ces gens-là vont aller massivement à l'école, hein. C'est les grandes lois à partir de fin des années 50, c'est les grandes lois de massification scolaire. Donc, ces gens-là vont aller à l'école, suivre le principe méritocratique, euh, créer des richesses et vont être nombreux. Donc, ils vont peser lourdement sur la démocratie et sur le jeu électoral. Et j'analyse notamment le vote Macron par un vote massif, hein, je reprends l'expression, de cette bourgeoisie que j'appelle bourgeoisie de masse. Voilà. Il me semble clair que mais je suis pas le seul à le dire, que le vote Macron est un vote bourgeois, hein. On peut rappeler Thomas Piketty et Julia Cagé, qui a sorti un livre récemment et qui dit très clairement que c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire de la démocratie, enfin en tout cas du jeu électoral en France. Voilà. Et, euh, et donc, replace ce propos par rapport à l'aspect méritocratique. C'est que voilà un effet pervers de la méritocratie, c'est que on va réussir à l'école, on va réussir ensuite professionnellement, dans l'ordre social et économique, et en fait, on va se sentir légitime d'avoir ces places sociales, d'avoir cette réussite, parce que il y a eu des trajectoires scolaires, on a travaillé à l'école, on a eu les bons diplômes, et donc je dois cette réussite qu'à moi-même. Et c'est là l'effet pervers de la méritocratie, hein. Et donc,
J'insiste bien sur effectivement sur ce contexte historique que vous donniez tout à l'heure, qui est effectivement l'après-guerre avec le plan Marshall, mais le contexte est plus large, c'est les Trente Glorieuses, et c'est j'ai réussi, mais je le dois qu'à moi-même. J'ai travaillé et je suis un méritant. Voilà. Et donc, cet effet pervers de la méritocratie, ce manque d'humilité, je vous parlais, vous me posiez la question tout à l'heure des valeurs importantes euh, qu'il est, qu'il est, qu'on doit avoir aujourd'hui. Eh bien, la valeur d'humilité, elle est très en défaut avec ce principe méritocratique, très, très, très en défaut. Et un philosophe spécialiste de philosophie politique l'a bien mis en avant, cet effet pervers, ce manque d'humilité qu'ont ceux qui ont réussi, qui sont gagnants de la mondialisation aujourd'hui, qui s'appelle Michael Sandel, que je recommande à, à votre auditoire. Et il a écrit un livre en 2020, publié en 2021, enfin traduit en 2021 en langue française, qui s'appelle La tyrannie du mérite. Et lui met bien, il parle d'hubris méritocratique notamment, c'est-à-dire l'hubris, c'est la toute-puissance, c'est la démesure, c'est-à-dire je suis à ma place, je suis dominant, j'ai réussi, mais je le dois qu'à moi-même. Et c'est ça, cette illusion et cette, euh, cette erreur, au fond, hein, voilà. Et donc, effectivement, le contexte historique est très important pour comprendre l'évolution de cette méritocratie qu'il faut critiquer. Hmm. Alors, il y a plein d'aspects là dans ce que vous venez de dire. Le premier qui me semble important de souligner, c'est que dans cette massification, dans cette bourgeoisie de masse, comme vous l'avez appelé, et je trouve ça assez juste, il y a déjà plusieurs choses. La première, c'est que du coup, ils sont allés à l'école publique à un moment où l'école publique fonctionnait encore, où l'institution fonctionnait encore. Donc, ils sont sortis de ce système, et c'est aujourd'hui les mêmes personnes qui vont aller mettre leurs enfants peut-être dans le privé. Hein, on voit une espèce de fameux plafond de verre où aujourd'hui les personnes qui se retrouvent dans l'école publique sont des pauvres en fait, hein, où du coup ça va être encore plus compliqué d'utiliser cet ascenseur social. Et ces bourgeois, je pense notamment à l'affaire Amélie Oudéa-Castéra, vont quant à eux mettre leurs enfants dans le privé, où là il y a quand même plus de chances. Ça c'est la première chose. Pour autant, on voit aussi que cette bourgeoisie de masse qui s'est formée à partir des années 50 n'a plus aujourd'hui de capital culturel. Et au niveau de la culture, ça c'est quelque chose qui vraiment est commun aux différentes couches de population, aux différentes classes sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même au niveau des élites, on se retrouve avec des élites qui n'ont plus aucune référence. Je vais reprendre Amélie Oudéa-Castéra. Bon, je la porte pas spécialement dans mon cœur, mais là c'est juste pour l'exemple. Quand elle se met à chanter du Aya Nakamura, enfin je veux dire, on a eu aussi des références au niveau de nos députés. Alors certes, la pop culture, on pourrait en parler, ça a des aspects positifs, etc. Mais là quand même, on est face à un, je veux dire, on est face à un délitement aussi de cette élite en fait qui n'a d'élite que le nom parce qu'en termes si on reprend votre exemple de tout à l'heure d'avoir des élites en fait qui puissent vraiment guider le peuple, on se rend compte que là ils n'ont pas plus enfin je veux dire en termes de ne serait-ce que en termes de capital intellectuel ils sont pas plus méritants que les autres quoi. Complètement d'accord avec votre analyse. Les élites d'aujourd'hui, et là je rejoins l'analyse lumineuse de Christopher Lasch, les élites d'aujourd'hui ont fait sécession. Il y a eu une révolte, mais pas de la masse, pas une révolte du peuple, mais une révolte des élites, dans un contexte de mondialisation. Ça a été permis par la mondialisation, c'est-à-dire le fait de ne plus être attaché à une communauté de destin, mais de pouvoir être citoyen du monde, on va dire, et de pouvoir être aussi bien être à l'aise à New York que partout dans la planète, puisque euh, ils vont pouvoir bénéficier de leur position sociale, leur position économique, et effectivement, cette sécession des élites, si on le compare avec le modèle aristocratique de l'Ancien Régime, où effectivement il y avait une inégalité très injuste, c'est-à-dire de par ma naissance, je suis en haut tout de suite, eh bien en fait on retrouve un modèle aristocratique qui est né d'une certaine manière de la méritocratie, en disant je suis en haut, je le mérite,
vous n'avez rien à me reprocher, je le mérite. Et donc, j'ai un talent que vous n'avez pas, donc je suis amené bien mieux que vous à vous guider et à conduire l'évolution du monde. Et vous parliez tout à l'heure de la formation, on va dire, intellectuelle et culturelle des nouvelles élites. Voilà un autre effet pervers de la méritocratie, c'est que la méritocratie conduit au conformisme, c'est-à-dire se conformer à ce que attend l'institution scolaire, à ce que attend le monde économique pour y trouver sa place. Et il y a beaucoup de diplômes aujourd'hui qui sont en fait le reflet d'un conformisme, d'une conformité à ce qu'attendent les milieux politiques, économiques et sociaux. Et donc, le conformisme n'a jamais été un vecteur de vitalité intellectuelle et de compréhension du monde, mais bien au contraire. Et d'ailleurs, je peux en rajouter une couche. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les événements, on a déjà évoqué les gilets jaunes, mais on pourrait évoquer le Covid, la crise sanitaire du Covid. On pourrait évoquer, bien sûr, la guerre d'Ukraine. On voit bien un conformisme ambiant totalement flagrant sur les grands mass médias, les- les médias dominants, où on est toujours on a toujours le même discours, les contradicteurs sont quasiment absents et il y a complètement dénué d'esprit critique. Il n'y a pas d'esprit critique dans ce conformisme ambiant. Et effectivement, quand on observe un petit peu les médias, c'est terrible. C'est terrible de constater ça au quotidien, alors qu'il y aurait tellement d'esprit critique à avoir sur ce qui est en train de se passer. J'ajoute une chose, c'est que les méritocrates, on va dire, ceux qui, depuis allez, les années 60, les années 70, occupent, occupent les positions dominantes, les positions de décision dans notre pays, mais encore une fois, on peut vraiment les tirer aux sociétés occidentales. Eh bien, ces gens-là sont passés par le principe méritocratique et ces gens-là, on peut résumer par cette bourgeoisie de masse que j'essaie de décrire, occupent aujourd'hui toutes les places de l'appareil d'État, toutes les places de l'appareil médiatique. Je pense aux journalistes, mais ceux qui créent aussi les médias, toutes les places de l'appareil culturel et toutes les places de l'appareil judiciaire. Et donc, si on accepte le fait que ces gens-là soient l'électorat d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, depuis 2017, il n'y a pas de contre-pouvoir, puisque dans les réalités, dans les rouages de notre société et de l'appareil politique, eh bien, tous ces rouages-là sont occupés par des électeurs d'Emmanuel Macron. Et donc, si je résume, on a un conformisme ambiant, une absence complète d'esprit critique, plus une machine, euh, notamment on va dire, huilée, engagée par la méritocratie, une machine qui est, on va dire, en marche, pour reprendre l'expression célèbre, en marche derrière le macronisme, hein. Mais on peut remonter ce phénomène-là, cette convergence-là, ça commence avec Sarkozy, en fait. Sarkozy, Hollande, Macron, ça fait partie pour moi, du même mouvement. Voilà. Donc, tandis qu'on fabrique des crétins en bas, on fabrique des conformistes en haut, et du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur du monde. Alors, je trouve que la formule est sévère quand même pour la fabrique du crétin. Alors, vous faites référence à Jean-Paul Brigelli. Euh, je la trouve sévère parce que je suis pas aussi pessimiste que ça parce que moi je suis au contact. Voilà, Jean-Paul Brigelli aussi était au contact hein, des jeunes générations, mais je vois plein de ressources. Je vois des jeunes générations aussi qui se posent des questions. Vous voyez, je crois pas que ces jeunes générations soient ensevelies sur tout ce qu'on vient de décrire. C'est vrai que c'est un peu déprimant tout ce qu'on vient de décrire là, mais c'est pour mieux être critique, c'est pour mieux
trouver des solutions et partir dans un sens différent qu'on essaye de décrire effectivement ce contexte qui est bien malheureux. Mais moi, je vois plein d'élan et je vois plein de regards vers l'avenir, de croyances d'ambition vers l'avenir et avec plein de questionnements. Et moi, voilà, je sens bien que je suis à ma place en accompagnant ces jeunes générations et en essayant de leur montrer qu'il faut avoir de l'esprit critique, il faut se poser des questions et il faut surtout pas être conformiste. Non, mais bien sûr, mais oui, j'utilisais la formule de manière un petit peu provoque, mais je suis d'accord avec vous et je suis en contact aussi avec les jeunes régulièrement. Et c'est vrai que de manière individuelle, en fait, on peut retrouver du dialogue et puis on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche du développement d'un esprit critique. Le problème, c'est la masse et la massification. Et le problème, c'est aussi que c'est un travail de fourmi. Et quand vous êtes face à, enfin, vous le savez mieux que moi, mais quand vous êtes face à 20 jeunes, bah, du coup, c'est de l'individuel, c'est du cas par cas. Et du coup, peut-être que dans le lot des 20, vous allez réussir à éveiller peut-être une petite étincelle chez l'un ou chez l'autre. Mais du coup, c'est un travail de fourmi, en fait, des gens comme vous et peut-être aussi des gens comme moi, il en faudrait, mais partout, pour que ce soit possible. Et le problème, c'est que c'est pas le cas. Et c'est là où, du coup, c'est à la fois frustrant et à la fois décourageant. Oui, il y a effectivement on va dire une société bloquée. En fait, elle est cadenassée par ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont dans des positions dominantes, influentes, qui se ressemblent, que je mets sur cette formule de bourgeoisie de masse, qui se ressemblent et qui, pour l'instant, tiennent pratiquement tout. Et en particulier, je dois dire que là, il faut être très, très sévère sur l'appareil médiatique. Je crois que c'est la clé. On vit une guerre de l'information, hein, une guerre informationnelle, et je crois que le tambour médiatique, il est pour l'instant sclérosé. Il est verrouillé et c'est ça qu'il faut faire sauter. Et on voit, et d'ailleurs vous en faites partie, et un grand merci à ce titre, mais plein d'autres médias alternatifs, indépendants, sont en train d'émerger et il faut que ça s'accélère. Voilà, parmi les actions que je mène, moi, à mon échelle, à ma petite échelle, c'est de financer, enfin, d'aider au financement de certains médias alternatifs. Je pense à Toxin Média, je pense à Antithèse. Bien sûr, votre chaîne est importante. Vous y accueillez des personnes. Je citais tout à l'heure Annie Lacroix-Rise, mais vous avez accueilli aussi Ariane Biran, vous avez accueilli Laurent Mucchielli. Voilà, c'est des gens importants qu'on n'entend pas assez dans les médias, on va dire mainstream. Et voilà, je pense que, vous voyez, il y a des réactions, des forces nouvelles qui apparaissent et il faut appuyer et il faut être très, très, très critique avec ce tambour médiatique assourdissant. Vous parliez tout à l'heure, et ça va être peut-être quasiment la fin et la conclusion de notre entretien, des aspects positifs de la méritocratie. Quels sont-ils? Est-ce que c'est le fait de voir émerger justement des figures qui peuvent faire contre-pouvoir tout en ayant été formées dans les mêmes institutions que la bourgeoisie? Enfin, je veux dire, je pense typiquement à des gens comme Annie Lacroix-Ris, dont bah, les capacités intellectuelles, mine de rien, sont venues contrebalancer l'inadaptation au système. Oui, c'est ça. Je pense que la trajectoire de formation, on va dire intellectuelle, d'esprit critique, alors elle est à l'école, bien sûr, mais elle n'est pas qu'à l'école. Et donc, il y a tout un mouvement d'éducation populaire, en fait, un mouvement d'éducation au-delà de la propre trajectoire scolaire qui émerge. Et les jeunes générations ne sont pas dupes. Ils vont chercher les informations qu'ils ne comprennent pas ou des informations qui ne font pas sens pour eux ou qu'ils pensent trop superficielles. Ils vont chercher des informations. Et l'outil Internet, avec tous ces effets pervers, mais permettent ça. Et donc,
La méritocratie a son bon côté, c'est-à-dire que, alors c'est pas un professeur de PS qui va vous dire le contraire, pour progresser dans un exercice physique, pour progresser dans le monde sportif, il faut faire des efforts, il faut travailler fort et dur. Donc le principe de l'effort pour réussir, le principe du travailler beaucoup pour réussir est plutôt un bon principe. C'est le dévoiement de ce principe dans un cadre plus général qui est la société, qui est la formation de cette bourgeoisie de masse et qui est les effets pervers de la méritocratie. Il ne faut pas en oublier les bons côtés. Mais c'est peut-être pas à l'école aujourd'hui que ces effets bénéfiques seront le plus flagrants. J'ajoute quand même que je côtoie des professeurs qui sont absolument formidables et qui prennent de la distance vis-à-vis du modèle, vis-à-vis de l'encastrement du partage des savoirs au sein d'institutions qui, elles, sont plutôt verrouillées. Donc, il y a à l'échelle le plus basse, c'est-à-dire les établissements scolaires, les professeurs et bien sûr les jeunes générations, je vois beaucoup d'initiatives, beaucoup de prise de conscience et je vous garantis qu'il y a des professeurs formidables et les jeunes générations ne sont pas dupes. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez? Quel boulot! Quel boulot! Bah tiens, en parlant de boulot, remettre les gens au travail, remettre l'esprit de citoyenneté, c'est-à-dire prendre conscience que c'est pas en votant une fois tous les 5 ans ou tous les 3 ans et que en sortant du bureau de vote, bah voilà, c'est bon, j'ai fait ma tâche, maintenant je retourne à mes intérêts privés et ma petite vie bien rangée. C'est un travail au quotidien, en fait. Il faut se prendre par la main et c'est aux citoyens de se mobiliser. Et il faut à nouveau mobiliser cette citoyenneté, le fait que ben, le monde se transformera, la société deviendra meilleure, mais grâce à nous. Et ne pas attendre que les gens d'en haut le fassent pour nous, c'est une grave erreur. Grave erreur. Et pour poursuivre un petit peu cette baguette magique que j'aimerais prendre, c'est aussi dire que au fond, le système représentatif, le système politique représentatif, est aujourd'hui dévoyé et je me mets à côté d'Étienne Chouard. Et ce qu'il faudrait changer, c'est le mode d'élection des représentants. Je pense une bonne dose de tirage au sort serait quelque chose de très intéressant pour remettre l'humilité et la chance ou le destin qui nous tombe dessus à l'ordre du jour. Mais voilà, l'humilité et la grandeur et donc, remettre un peu à plat ce système représentatif à la mode un petit peu chouard, ça serait une avancée très forte. Super, merci beaucoup Pascal. C'était un plaisir d'échanger avec vous et à bientôt. À très bientôt, Alex. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous y aurez trouvé des pistes de réflexion intéressantes. Pour ma part, voici ce que j'en retiens. Tout d'abord, Pascal définit la méritocratie comme la reconnaissance des efforts fournis et l'assurance d'avoir une position sociale confortable. Mise en place à la fin de l'Ancien Régime, lorsque la bourgeoisie a pris le relais d'une aristocratie à bout de souffle, la méritocratie a permis d'instituer dans les mentalités le fait que si l'on travaille dur, si l'on fait des efforts, si l'on décroche des diplômes, alors il est possible de réussir. La définition même de réussite étant balisée par le pouvoir en fonction de ce qu'il arrange à un instant T. La méritocratie, c'est le rêve d'un ascenseur social, pour tous, qui nous fait croire que tout est possible, qui donne à ceux qui réussissent, je mets des guillemets à cette expression, l'impression d'être légitimes et surtout de ne devoir leur réussite qu'à eux-mêmes. Ensuite, le deuxième intérêt de la méritocratie est de donner au peuple l'illusion de la démocratie, car il ne s'agit pas que tous aient le pouvoir, mais que les plus méritants puissent le garder. La méritocratie fait apparaître des hommes et des femmes d'exception, là encore, ouvrez les guillemets, qui sont en fait les plus conformes, puisque ce sont ceux qui ont montré à leur père qu'ils avaient compris les règles du jeu
et qu'il les respectait, afin de les faire élire par la population, tout en lui faisant croire que le choix vient d'elle. C'est une démocratie par le haut, pour reprendre l'expression de Pascal, dans laquelle les plus riches décident pour eux-mêmes et dans leurs seuls intérêts. D'abord basée sur des éléments intellectuels, d'où le terme « élite », cette méritocratie n'a plus que pour seul critère le conformisme, car on voit bien que de moins en moins de personnes dans les hautes sphères du pouvoir ne disposent d'un capital culturel intéressant, agissant plutôt comme des chiens de garde pour le réel petit pourcentage qui tient les ficelles. Enfin, la formation d'une bourgeoisie de masse, après 1945, a permis de coloniser tous les appareils d'État, tant sur l'aspect politique que judiciaire, culturel, médiatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une même classe d'individus, tout aussi hétérogène qu'elle puisse être, avec des intérêts parfois contradictoires, puisse se retrouver étrangement unie pour défendre ses positions sociales en temps de crise, comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes, avec un déferlement de haine et de mensonges à leur égard, ou durant la crise du Covid, qui a mis en lumière les fractures déjà à l'œuvre au sein de la société. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Pascal. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.